Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer totalement de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. On n'est pas du tout sur des vlogs, sur des backstage. Là, je voulais vraiment une vidéo posée où je réponds à vos questions. Du coup, je me suis dit quel meilleur type de vidéo pour faire ça que les FAQ. Donc c'est parti. Pour ça, du coup, je me suis munie de mon petit téléphone où j'ai regroupé du coup toutes les questions qu'on avait pu me poser via Instagram, mais pas que, parce que j'ai souvent reçu depuis le début de mon activité des messages, que ce soit de particuliers, mais aussi du coup de prestataires, du moins de personnes qui voulaient se lancer dans la décoration. Voilà, j'ai réuni aussi ces questions-là, les questions qu'on a pu me poser sous des TikTok ou par message sur TikTok. Donc voilà, c'est parti. Première question, à quoi ressemble une vraie journée de décoratrice événementielle? Eh bien écoute, c'est une très bonne question à laquelle même moi j'aurais du mal à répondre, tout simplement parce que aucune journée ne se ressemble, comme aucun événement ne se ressemble. Moi, faut savoir, pour celles qui me connaissent pas forcément ou depuis peu, j'ai commencé la décoration, enfin l'événementiel en septembre 2022, après avoir terminé mes études, et j'ai voulu me lancer directement uniquement là-dedans, parce que c'est vrai que quand on commence ça à côté d'une autre activité, comme tout métier d'ailleurs, on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer à 100%. Et moi c'est ce que je voulais, voilà, j'étais assez jeune quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Actuellement, il faut savoir que du coup j'ai un autre emploi à côté qui me permet d'avoir un peu la vision des deux, et du coup les journées principalement constituées de mon autre travail, et donc pour prévoir un événement je travaille en dehors de mes heures, donc dès que je sors du travail, etc. Sinon, si on regroupe toute la préparation d'un événement, par exemple un samedi, le matin, en général, je peux alimenter les réseaux sociaux, préparer les montages parce que c'est énormément de travail, on en parlera par la suite, mais voilà, il y a énormément de taf là-dessus. Passer ensuite au rangement, bien souvent on a la personnalisation, toute la partie répondre aux devis, etc. qui prend aussi énormément de temps. Ça c'est des choses que du coup je préfère faire la matinée dès que je me lève parce que c'est des choses que je peux faire de chez moi. Et ensuite, si je prépare du coup un événement, on peut avoir des personnalisations à préparer l'après-midi. Quand je parle de personnalisation, je parle de peinture, je parle de conception pour l'événement qui est lui sur mesure. Donc voilà, vraiment on a pas mal de choses, et puis en général, une fois que j'ai fait tout ça, du coup je finis par charger le camion. Mais voilà, comme je vous disais, en fait la journée est vraiment aléatoire parce que d'un événement à un autre, d'une journée à une autre, moi avec mon autre activité, etc., j'aménage toujours mon emploi du temps, et donc aucune journée ne se ressemble. Deuxième question, quelle compétence est indispensable pour ce métier mais dont on ne parle jamais? Alors j'ai longuement réfléchi à la réponse que j'allais donner parce qu'il y a tellement de réponses à donner finalement, mais je pense que celle qui m'a le plus surpris, avec laquelle je pense qu'on peut vite se retrouver embêté si on l'a pas, et donc en quelque sorte qui est indispensable, c'est le côté bricoleur. J'avoue que moi j'ai fait des formations de ballon, j'ai fait des formations d'organisation, comment savoir organiser un événement, une entreprise, l'art floral, etc. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai acquis, et puis aussi qu'on continue à acquérir en fait sur le terrain. Mais le côté bricolage, je sais même pas quel terme on peut utiliser en fait pour dire ça, mais tout ce qui est menuiserie, peinture, en fait c'est des choses qui, comme les ballons, qui comme les fleurs, s'apprennent. J'avoue que si vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, ou que vous n'avez pas forcément de personnes avec qui vous pouvez vous former sur ça, c'est très compliqué. Voilà, après bien sûr il y a toujours moyen de faire appel à quelqu'un, d'acheter, trouver des tutos, etc. pour s'entraîner. J'avoue que c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément et qui pour moi est vraiment indispensable si on veut être un minimum autonome, et il le faut dans ce métier. Donc voilà, je dirais que c'est le côté bricoleur, un peu femme à tout faire finalement. Troisième question, pourquoi la décoration d'événements est chère? Alors, on commence à parler un petit peu d'argent. Non, je rigole. Pourquoi la décoration d'événements est chère? Tout simplement, moi je dirais que, comme je répète souvent à mon entourage qui eux-mêmes peuvent parfois être surpris des tarifs que je propose, et pourtant je pense pas être forcément dans le plus haut de gamme, mais je pense que la décoration déjà c'est un luxe de pouvoir se le permettre. C'est un service qu'on peut faire soi-même, au même titre qu'on peut faire son buffet. Bien évidemment, il y a toujours des alternatives, mais je pense quand même que, comme on peut le faire soi-même, faire appel à quelqu'un, c'est une façon de gagner du temps, de soulager son esprit, de déléguer. Moi vraiment, quand un client fait appel à moi, certes il paye un prix, mais à côté de ça je lui propose vraiment un package qui lui permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Et moi c'est un temps que je passe justement sur l'événement, que je prends de mon temps, alors oui parce que c'est mon métier, mais parce que ça reste quand même une manière de gagner sa vie. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un luxe de pouvoir s'offrir une décoratrice. Est-ce qu'on s'offre vraiment une décoratrice? Ouais,
on peut dire ça, les services d'une décoratrice. Mais voilà, et puis tout simplement aussi, donc déjà on paye la personne qui prend son temps pour faire ça, mais on paye également du coup toutes les matières premières, le matériel qui est au fur et à mesure du temps qui s'abîme, les matières qui sont consommables, les ballons. Alors c'est vrai que ça peut vite monter, il faut prendre en compte que du coup, si vous l'aviez acheté vous, du coup vous auriez pris ce temps etc de le faire. Là en l'occurrence c'est une personne qui s'en occupe et qui en plus de ça achète, et c'est une certaine qualité pour laquelle vous payez aussi. Donc après oui, je peux comprendre que les prix fassent peur dès qu'on reçoit un devis, mais après je pense que c'est aussi au prestataire de jauger dès le début. Moi j'aime toujours demander au client dans un premier temps son budget et la déco qu'il souhaite, et déjà en fonction de la déco qu'il souhaite lui dire que ce sera possible ou non. Voilà, je préfère être honnête, puis surtout ensuite trouver des alternatives en fonction du budget. On est rarement en dessous de 150-200 €, mais il y a toujours des alternatives. Il y a aussi le système de la location qui permet d'être moins cher. Enfin voilà, je pense qu'on est quand même sur un marché qui est assez vaste. Il y a toujours des choses qu'on peut faire soi-même, mais moi en tant que prestataire, des fois je conseille aux clients de le faire eux-mêmes, tout simplement parce que c'est des choses que je vais acheter, qu'ils peuvent aussi retrouver dans le commerce, et moi en fait c'est plus le fait de transformer cette chose-là qui va coûter cher. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça coûte cher. Comment est calculé un devis de décoration? Je pense que du coup on va rejoindre un petit peu la question précédente, enfin ma réponse du coup. Mais moi je travaille vraiment au devis sur mesure. Je sais que du coup c'est pas forcément le cas pour tous les prestataires, mais moi c'est le choix que j'ai préféré prendre, tout simplement parce que quand j'ai commencé, je savais pas du tout comment monter un devis, et j'ai préféré en fait jouer la carte de l'honnêteté. Il faut savoir que mes devis je les détaille ligne par ligne, ça veut dire que vous voulez le prix de la fleur, vous l'avez sur le devis. Et je trouve que c'est un moyen qui permet aux clients justement qui ont un budget un petit peu plus serré ou pas, de voir voilà telle chose elle me semble pas forcément utile, donc je pense qu'on peut enlever sans pour autant enlever tout le décor. Après il y a aussi des packs qui permettent juste de réduire les coûts et d'avoir des versions un petit peu plus intéressantes. Je vous ai un petit peu expliqué la forme de mes devis, et maintenant on va rentrer un peu plus dans le fond. Je vais fonctionner par corner, par catégorie, donc voilà, comme ça on a bien les totaux de chaque partie, et il y a bien évidemment du coup toute une partie pour la main d'œuvre, le déplacement. Alors je sais que pareil pour certaines personnes ça peut paraître des sommes astronomiques et aberrantes. Encore une fois c'est pour moi un luxe de se payer une personne qui se déplace jusque chez toi à 2 reprises, parce que voilà c'est des allers des retours, c'est énormément de ça, et surtout le temps passé sur place. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on facture et qui varient en fonction de là où se trouve la personne. Moi j'ai un cercle de déplacement qui est assez large, donc ça peut vachement évoluer. Mais voilà à peu près ce qu'on retrouve dans le devis. On reste toujours un petit peu dans cette catégorie argent. Est-ce que tu arrives à vivre correctement de ce métier? Alors moi, comme je vous le disais du coup au début de la vidéo, j'ai une deuxième activité à côté, activité salariée, et ce mode de vie me convient parfaitement. Tout simplement parce que je trouve que c'est une manière aussi de se détacher un petit peu. Alors certes c'est un métier qui prend énormément de temps et pour lequel je pense que si je voulais m'y consacrer beaucoup plus, il faudrait que je sois à temps complet dedans, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup en fait travailler uniquement les week-ends, que ce soit un complément. Pour être honnête avec vous, en fait j'ai pas forcément l'envie de beaucoup me déployer, je préfère me contenter de... Enfin me contenter, il y a de très gros événements que je fais uniquement les week-ends, hein, mais ça me convient très bien. Je préfère vraiment poser toute mon attention sur une personne, quitte à faire, je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, mais quitte à faire même un mariage dans l'année. Les mariages c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, d'avoir énormément de fleurs, de faire énormément de tables, voilà, moi c'est vraiment travailler, avoir ce contact avec le client. Et donc voilà, forcément en ayant ce mode de vie là où on n'investit pas forcément à 1000% dans cette activité, c'est compliqué de vous dire que je peux en vivre parce que forcément j'ai un salaire à côté. Après pour avoir quand même pendant 1 an et demi, 2 ans je dirais, été consacrée uniquement qu'à ça, mais du coup c'était mes lancements, donc il y a des investissements de départ et donc pour lesquels on est beaucoup moins rentable. Je dirais que c'est quand même une activité qui est assez compliquée. À l'inverse d'un photographe, alors je dénigre absolument pas ou je critique absolument pas un autre métier, mais à l'inverse d'un photographe où vous avez des logiciels, un appareil qui coûte certes très cher, c'est des achats qui se font on va dire une seule fois. Décoratrice événementielle, c'est un métier qui nécessite de se renouveler constamment. Il y a des nouveautés tous les ans, les clients veulent forcément de la nouveauté, un décor qui change
échange qui est personnalisé pour eux et ce que je conçois totalement, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, parce que moi je personnalise, j'adore pouvoir exprimer ma créativité, pouvoir proposer des choses toujours différentes et à l'image de mes clients. Mais pour ça en fait il y a forcément énormément d'investissements, ce que je vous expliquais dans comment je crée mes devis, que ce soit des choses que je vais garder ou des choses du consommable. Moi je suis en statut auto-entreprise, donc je ne déduis pas de charges. Franchement je préfère être hyper honnête avec vous, que vous puissiez bien comprendre mon fonctionnement. Donc voilà, je me suis un petit peu égarée, mais je pense que tous les auto-entrepreneurs, toutes les personnes finalement qui ont une société s'entendront pour dire que c'est compliqué d'évoluer et de vivre de son activité, et d'autant plus quand on a énormément de charges comme j'en ai. Après voilà, forcément il y a des choses qui sont à prévoir quand on facture nos clients, parce que c'est grâce à ça qu'on peut se permettre de payer les charges. Mais honnêtement c'est tout à fait possible d'en vivre, je connais beaucoup de personnes qui en vivent. Je pense que énormément d'investissements, et je sais pas si le retour finalement, alors financier oui, mais je sais pas si le retour, vous voyez, de la charge mentale, de toutes ces choses-là qui font qu'au quotidien, finalement, on n'est pas payé à réfléchir, à chercher, etc. Et donc, vous voyez, à ce niveau-là, je sais pas si finalement, parfois, c'est hyper rentable. Après, je pense que c'est avant tout un métier passion, et ça, tout le monde vous le dira, et tous les corps de métier dans l'entrepreneuriat vous le diront. Il y a rarement des métiers comme ça où on passe autant de temps si derrière, il y a que l'ambition de l'argent. Pour ma part, c'est pas le cas, mais en tout cas, ça me va très bien comme ça. Quel a été ton plus gros investissement depuis que tu as commencé? Alors, je disais à l'instant, finalement, en fait, les questions se suivent très bien. Il y a énormément d'investissements à faire dans ce métier. Il y a deux facettes, parce que comme je vous disais, il y a toute la partie bricolage, stockage, etc. qu'on voit pas forcément, qu'on se dit pas qu'il faut investir là-dedans au début quand on commence. Et il y a la partie forcément matérielle qui, ça, est la partie visible et qu'il va falloir renouveler, etc. Quand j'ai commencé, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment j'ai fait pour sélectionner mon matériel. C'était un petit peu la période des murs de fleurs. Je voulais absolument un mur de fleurs trouvé sur Alibaba, et le même vendeur proposait aussi des murs de plumes, et les murs de plumes j'en ai pas vu énormément en France, c'était assez compliqué de s'en procurer, et d'ailleurs très bien marché. Je crois que chacun de ces deux panneaux était environ à 400 €, quelque chose comme ça. Sauf que surprise, exception bien évidemment, il y avait des frais de douane. Ils me sont revenus à peu près à 700 € chacun. Après voilà, ça c'est des investissements quand même qu'on garde encore aujourd'hui, qui peuvent facilement être reloués. Et je pense que c'était mon investissement de départ le plus important. Après il y en a eu d'autres en cours de route bien évidemment, mais je crois que c'est quand même ceux-là qui finalement, avec les frais de transport, de douane, etc. m'ont coûté très cher. Après du coup dans la partie plus technique, donc que vous ne voyez pas forcément, le camion qui voilà, est-ce qu'on doit vraiment parler du camion, dont un camion qui a accessoirement pris feu. Donc voilà, donc il faut racheter un autre camion. Donc voilà, je pense que ça reste quand même ça l'investissement le plus important, mais encore une fois je ne regrette absolument pas. C'est des choses qui sont essentielles pour son activité. Donc voilà, j'ai su qu'il y avait des frais de douane, et j'ai su qu'il fallait bien entretenir ce camion. Quelles sont les erreurs qui font perdre de l'argent quand on débute? Alors, je pense que du coup c'est une question qui a été posée par une personne qui souhaite se lancer, et pas par des clients, donc c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu pour tout le monde finalement. Je pense, pour être honnête, qu'il n'y a pas forcément d'erreurs à proprement parler, parce qu'on apprend de ses erreurs. Non, sérieusement, je pense qu'on apprend vraiment de ses erreurs, parce que finalement, moi, comme je vous dis, il y a des choses que je regrette parce que j'ai perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, je sais que sinon, j'aurais refait ces erreurs-là, et que finalement, j'aurais peut-être perdu encore plus d'argent. Enfin voilà, en fait, chacune des expériences que j'ai eues, c'est quelque chose, aujourd'hui, j'en retire une leçon. Et puis finalement, si on faisait pas d'erreurs, on aurait moins d'anecdotes à raconter. Non, plus sérieusement, je pense que si j'avais un conseil à donner plutôt qu'une erreur, c'est de pas investir dans des choses qu'on veut nous. C'est vrai qu'au début, comme je vous disais, on a tendance à vouloir absolument ce mur de fleurs, ce truc là. On est persuadé que ça va marcher. Alors oui, certes, ça peut la plupart du temps être le cas, mais ça peut être aussi un gros fail, une prise de risque, mais qui peut ne pas forcément être rentable. C'est pour ça que moi je préfère toujours commencer à investir quand un client est intéressé par ça, où je sais déjà que je vais pouvoir l'amortir au moins une fois, parce que sincèrement il y a déjà tellement d'achats à faire. Les clients ne sont pas forcément toujours à la pointe de la nouveauté. Alors certes il y en a qui vous feront totalement confiance, mais il y en a qui préféreront toujours certains styles de décoration qui pour vous sont pas du tout actuels, mais c'est ce qui plaît, et c'est ce dont on est un peu obligé de se plier. Alors on en parlera plus tard, après c'est à vous d'accepter ou non, de rediriger le client ou non. Je pense que c'est vraiment investir dans des choses qui sont assez neutres, une déco qui peut s'associer, du blanc qui peut s'associer à différentes couleurs, voilà, quelque chose qui permet finalement de s'adapter à tous, qui est certain d'avoir du succès.
Comment trouves-tu tes clients? Je crois que c'est une question que j'ai récupérée des messages ou des demandes qu'on m'a souvent faites, donc de la part je pense de prestataires plutôt. Il faut savoir que je n'ai quasiment jamais prospecté. J'ai eu quand même de la chance, mais pas que, parce que c'est énormément de travail. Mais les réseaux sociaux m'ont énormément aidé, et je le dis toujours parce que j'ai fait des masterclass, des mini-formations, etc. Et j'ai toujours insisté sur le fait de communiquer, avoir une belle qualité d'image, se déployer sur plusieurs réseaux, comme je l'ai fait d'ailleurs sur YouTube. C'est où on propose du beau contenu, parce que en quelque sorte, pour moi, la qualité du contenu va se retranscrire aussi dans la décoration. Si vous prêtez une attention particulière à votre contenu, et ça peu importe le domaine d'activité, ça va se voir et les clients vont automatiquement être plus attirés par votre travail. Pour ce qui est du canal à choisir, ça dépend déjà de votre activité, mais pour ma part je pense que TikTok a beaucoup aidé, et TikTok a beaucoup aidé beaucoup de commerces à booster la visibilité, ce qui n'est pas forcément le cas d'Instagram, où c'est plutôt, je dis toujours, c'est plutôt une vitrine Instagram. À l'inverse, TikTok permet vraiment de ramener du monde, et ensuite ce monde-là va avoir votre vitrine sur Instagram. Et donc pour ma part, c'est vraiment comme ça que j'ai eu des clients après l'événementiel. C'est énormément de bouche à oreille, c'est du coup des clients qui reviennent, des clients qui conseillent à leur entourage, votre entourage aussi qui permet du coup de faire débuter votre activité, mais qui peuvent aussi être vos clients forcément les plus fidèles. Quelle est la pire galère que tu aies vécue sur un événement? Alors, des galères, il y en a eu. Comment vous dire? Je suis une personne assez détendue avant l'événement, mais une fois arrivée sur les lieux, je suis prise un petit peu de panique. Enfin, je suis pas prise de panique, mais vous connaissez un petit peu l'adrénaline, etc. Donc voilà, j'ai souvent ça. Et donc bien heureusement, je suis accompagnée de ma maman qui me détend dans ce genre de moment. Ou d'une personne, enfin peu importe la personne en fait, finalement, simplement savoir que s'il se passe quelque chose, il y a un deuxième cerveau à côté de moi pour gérer le truc. Je dirais pas vraiment que j'ai eu de galère, parce que finalement tous mes événements ont bien fini, mais bien évidemment il y a le stress déjà d'une part de la météo, des événements pendant lesquels on était en train d'installer, la pluie commence à tomber, sauf que bien évidemment il n'y a pas forcément de plan B, ou alors le soleil qui tape fortement, donc je pourrais dire comme ça, c'est sympa le soleil, on est dans le sud etc, mais quand je vous dis qu'il y a zéro ombre, qu'on est sous 40 degrés, qu'on est à deux doigts du malaise, on est légèrement dans la galère. Je pense que c'est un petit peu la phobie de toutes les décoratrices finalement. Sinon, mis à part ça, c'était une fois pour un événement, en fait moi je recouvre mes panneaux de tissu, vous l'avez sûrement déjà vu dans les backstage, c'est pas un secret, sauf que sans ça mes panneaux sont neutres, avec une peinture qui est pas forcément jolie en dessous, et il s'est avéré qu'un jour sur un événement j'ai oublié ce tissu là pour recouvrir, sauf que mon panneau était clairement en bois, donc impossible de le laisser comme ça, et je n'ai rien dit à la cliente, je me suis occupée avec ma mère, on a fait d'autres choses etc, et bien heureusement j'étais pas dans un autre département, j'ai pu faire appel à quelqu'un, enfin ma soeur, qui est venue me ramener sur le passage ce tissu là, et j'avoue que des fois je me demande comment j'aurais fait pareil sur un événement. J'avais oublié la prise d'un néon, donc sans lequel le néon ne marchait pas, pareil pour les chiffres lumineux, une fois où la guirlande lumineuse n'a pas marché, bien souvent soit je demande à une personne de venir sur place pour me ramener, soit voilà, je trouve un arrangement avec le client, et c'est la solution que j'aime le moins. Dans ces situations-là, j'en parle pas au client. Le but en fait en tant que prestataire, c'est de soulager votre client. Donc si vous commencez à le faire paniquer, si vous commencez à parler fort devant lui, à courir partout etc, ça va le faire paniquer, et le but d'engager une décoratrice c'est pas ça. Et donc ça moi je le conçois très bien, même en tant que cliente, si je fais appel à un prestataire. Donc voilà, je veux absolument pas mettre en angoisse mon client, donc je ne lui en parle absolument pas, à part si voilà on arrive à la fin de la déco et que pas de solution trouvée. Mais bien souvent les clients n'ont jamais été au courant de ce genre de choses. Là quand je vous dis pour la prise, pour le tissu etc, les clients n'étaient pas au courant, et j'ai trouvé une solution avant de terminer le décor, et tout s'est très bien passé. Comment gères-tu un client stressé, exigeant? Franchement j'ai jamais eu trop de clients trop surexcités, surtout que je fais pas forcément énormément de mariages, et si j'en fais un ça me dérange pas d'être à 1000%, enfin tout en posant quand même des limites, mais ça me dérange pas d'être d'être à l'écoute de s'il y a des changements etc, dans la limite du raisonnable, de les faire, d'échanger énormément avec la mariée. Je peux le concevoir totalement, moi-même en m'étant mariée, comprends qu'on peut souvent changer d'avis, de nombre d'invités etc, je le conçois totalement. Comme je vous disais, moi franchement je minimise pas du tout le fait de mettre le budget pour une prestataire, parce que justement si je le fais, c'est parce que je pars du principe que cette personne, c'est pas uniquement en fait la déco finale. Pour moi c'est plein de petites choses qui s'accompagnent, et pour moi c'est mon rôle en tant que décoratrice d'accompagner justement les clients, de les rediriger, de les conseiller. Et franchement j'ai pas eu énormément de soucis avec des clients hyper exigeants etc, parce que j'ai su
faire des propositions qui correspondaient. Franchement, on m'a dit à plusieurs reprises, mais vous avez totalement cerné mon thème. J'ai demandé plusieurs devis et vous êtes la première à me le détailler aussi bien, à me l'exposer, enfin à me le retranscrire aussi bien. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je pense que c'est une des qualités aussi à avoir, c'est de savoir cerner son client. Et franchement, à partir de ce moment-là, si la personne, si elle est très exigeante, je pense qu'elle a déjà ses propres idées. Il suffit juste de bien les respecter, tout en les mettant aussi forcément en ajoutant votre patte. Si on part de ce principe-là, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. J'avais ensuite plusieurs questions, je les ai regroupées un petit peu ensemble, mais c'était à peu près est-ce que tu refuses parfois des thèmes? Comment tu adaptes ton style à des clients qui ont des goûts très différents du tien? Alors déjà, d'une part, certes, j'essaye de faire des choses qui collent avec mon image, avec des choses que je sais faire et que je peux faire, que je suis en capacité de faire. En fait, je m'adapte totalement à tous les styles. Je crois que j'ai jamais refusé un thème, à part si c'était vraiment quelque chose qui était trop démesuré. Voilà, mais après franchement, au niveau des thèmes même enfantins, etc., j'ai fait à la fois du choupi, à la fois des thèmes neutres pour enfants. Enfin voilà, il y a vraiment rien qui m'en empêche. Après, je pense que le tout, c'est de bien l'apporter, de le personnaliser de la bonne façon, de l'amener sur le décor de la bonne façon sans que ce soit à la fois too much, trop chargé. Il y a peut-être des décors que j'ai refusés, des décors hyper Shein, Amazon, les choses qu'on voit vraiment, enfin des copier-coller de décors qui s'achètent et qui, quand vous les recevez, la plupart du temps ne ressemblent absolument pas à ça. Mais en fait, je le précise et tout simplement, j'explique que moi, ça va pas ressembler à ça, que j'ai l'air tel à... que je peux plutôt proposer telle alternative et généralement on arrive toujours à trouver un terrain d'entente de cette manière, en fait, en redirigeant le client, en lui faisant une proposition, que finalement j'arrive à m'y retrouver à la fois dans mon style et lui retrouve son thème. Donc c'est un peu faut trouver en fait un terrain d'entente. Les erreurs que font les clients quand ils préparent un événement. Je pense qu'il y a deux phases pour répondre à cette question. Il y a à la fois la phase des clients qui veulent faire un événement chez eux, parce que moi du coup je suis mais vraiment absolument pas bloquée avec le fait que les clients ajoutent leur propre déco pour essayer de réduire le budget. Moi mon but c'est pas de absolument vous faire payer, voilà, c'est vraiment juste que vous ayez une belle déco. Après, si la déco de table vous préférez vous la faire, mais aucun souci, vraiment faites ce que vous voulez. Pour les personnes qui veulent faire eux-mêmes leur déco, on veut souvent essayer d'économiser. Moi je vois souvent des filles sur TikTok qui veulent créer leur propre composition florale parce que les décoratrices coûtent cher, etc. Alors oui, je le conçois. Mais moi-même en tant que décoratrice, pour vous dire, j'ai loué des fleurs artificielles pour mes fiançailles, etc. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un investissement. Qu'est-ce que vous en faites après? Mon matériel, en quelque sorte, quand je le mets à disposition sur un événement, ce qui permet au client de le payer un petit peu moins cher. Sinon, dans ce cas-là, quel est l'intérêt à la personne de faire appel à quelqu'un? Et en fait, le truc, c'est que quand vous achetez, vous, le matériel, souvent, en fait, on aime bien acheter plein de petites choses et tout, on se dit que ça va nous réutiliser. C'est des choses qui se stockent, c'est des choses qui prennent de la place, qu'on va essayer de relouer, qu'on va revendre une misère. Tout ça parce qu'on a voulu... alors, après, si c'est sur le principe du DIY, du faire soi-même, etc., oui, bien sûr. Mais si c'est juste pour essayer d'économiser, etc., je pense que c'est plus une perte d'argent, honnêtement, qu'autre chose. Et je parle en tant que consommatrice, je parle même pas en tant que décoratrice. Je pense que c'est vraiment plus une perte de temps et d'argent d'essayer des fois de faire les choses, de commander un petit peu sur ci, un petit peu sur ça, d'aller voir, d'aller dans les boutiques de fêtes et recevoir, etc., où les prix sont démesurés. On est sur du x3 par rapport à ce qu'une prestataire va acheter sur des sites professionnels. Je suis désolée, mais pour moi c'est pas du tout rentable finalement. Voilà, je pense que si vous voulez faire votre déco vous-même, je pense que c'est bien de combiner les deux, de louer parfois plutôt que d'acheter et de galérer, de stocker, etc. Parce qu'au final, si on fait tout ça mis à bout, c'est plus cher. Et donc deuxième conseil, pour les personnes qui font appel à une prestataire, ce que je conseille, c'est pas vraiment des erreurs parce que finalement ils finissent la plupart du temps par m'écouter. Souvent les clients s'apprêtent sur des petits détails, des petits endroits qu'ils veulent décorer dans la salle. Alors ça je pense que c'est vraiment propre aux décoratrices, certaines vous diront que c'est les petits détails qui font toute la différence. Certes, les petits détails, mais dans les grands détails. Je m'explique. Je pense que c'est pas forcément utile de décorer une petite chaise. Alors certes, ça se voit, mais les invités ne portent pas leur attention là-dessus. Souvent, je parle pour des mariages plutôt, les mariés vont porter beaucoup d'attention aux petites cartes qui vont être posées sur la table, aux petits trucs qui vont être posés sur la chaise, etc. Mais en fait, les invités s'en fichent, est-ce qu'on peut le dire? Mais franchement, je pense que les invités, c'est vraiment pas
ce sur quoi ils portent leur attention. Et pour avoir eu des connaissances qui ont fait des mariages, etc., moi-même c'est pas forcément ce sur quoi je porte mon attention. Je pense que c'est vraiment les pièces un petit peu plus imposantes, donc sur lesquelles on met un petit peu plus le budget, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence sur des pièces qu'on voit pas partout, sur des coins photos. Voilà, ça amuse beaucoup les gens d'aller sur les photos booths, etc. Et donc vous voyez, c'est plutôt sur ce genre de choses en fait que vos invités vont se poser plutôt que sur les petits détails. Alors c'est très joli, etc., mais ça prend beaucoup de temps, c'est quand même une grosse partie du budget, et finalement je pense pas que ce soit les choses à prioriser sur un événement. Et ça surtout si vous avez un budget un petit peu limité, enfin limité on s'entend, à mettre 100 euros, 100 euros, 100 euros dans des petits trucs qu'on va à peine apercevoir. Vous auriez mieux fait de mettre, je sais pas, de 200 euros, 300 euros dans un coin photo qui, dès qu'on rentre dans la pièce, attire l'œil. Enfin voilà, pour la faire grosse, c'est ça. Après, bien évidemment, je peux tout à fait le concevoir que quand on organise un événement, ça fait toujours plaisir de faire ces petits trucs, etc. Et si c'est dans cette optique-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans l'optique de faire des économies, que vous voulez prendre une décoratrice, etc., de toute façon, moi je le recommande toujours, c'est d'opter pour les grosses pièces. Combien de matériel faut-il pour commencer? Où est-ce que tu stockes ta déco? Donc c'est deux questions différentes. Alors déjà, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment quantifier combien de matériel il nous faut pour commencer. Simplement parce qu'en fait, il y a bien d'autres choses qu'il faut pour commencer. Comme je vous disais tout à l'heure, pour commencer, il vous faut un lieu de stockage, il vous faut des outils. C'est beau de faire une arche de ballon, mais une arche de ballon ne nécessite pas uniquement des ballons. Ça peut être bizarre à entendre, mais pour faire une arche de ballon, il faut des élastiques, des pinces, il faut des supports. C'est beaucoup de petites choses qui font que pour moi, c'est primordial d'avoir ça avant de même ne serait-ce qu'acheter du matériel. Ensuite, pour où est-ce que je stocke mon matériel, j'ai deux petits garages qui me permettent de stocker, mais pareil, en fait, il faut aménager ces garages parce que, à part pour les grosses pièces, mais il faut pouvoir poser ces petites caisses de ballons, il faut pouvoir ranger proprement sa décoration si on veut pas qu'elle prenne la poussière, et ça nécessite l'achat déjà de caisses, ça nécessite l'achat d'étagères, et voilà, comme je vous disais, c'est un énorme investissement de départ, sans compter en fait la déco en elle-même qui est toujours déjà très chère. Et donc pour répondre à combien faut-il de matériel pour commencer, je dirais qu'en fait il faut plutôt jauger à la demande. Alors c'est compliqué au départ quand on n'a pas de demande, justement pour mettre en valeur des articles, etc. Moi ce que j'ai fait, c'est que à mes débuts en fait j'ai fait des scénographies que j'ai proposées pour mes proches, que j'ai proposées pour moi-même. Petit à petit c'est comme ça qu'on crée le contenu, que les clients arrivent. Je pense pas que ce soit vraiment intéressant de se dire faut absolument que j'achète ça parce que telle décoratrice elle a ça. Comme je vous disais, il faut pas non plus acheter tel truc parce que ça nous plaît à nous. Voilà, il faut essayer un peu de jauger, de faire des scénographies sans pour autant aller trop dans l'extravagance, rester dans le classique. Comment tu transportes tout ton matériel? Donc je stocke mon matériel dans mes garages comme je vous ai dit, et je transporte mon matériel dans un camion qui est absolument indispensable en tant que décoratrice. Alors certes vous pouvez en louer, honnêtement je sais pas, j'en ai pas loué, mais je pense que quand vous allez mettre facile 200 euros dans un week-end pour faire je ne sais combien de kilomètres, que vous allez avoir des frais d'essence, des frais... Alors certes vous n'avez pas de frais d'usure, vous n'avez pas d'assurance, etc. De l'argent qui ne rentre pas dans votre poche, et puis vous êtes beaucoup moins flexible, vous avez des horaires et c'est un métier sur lequel c'est très compliqué d'avoir des horaires précises en fonction de si vous mettez plus ou moins de temps, s'il y a des problèmes sur la route. Moi je conseillerais toujours, et c'est comme je vous disais, c'est un des investissements primordial quand on commence, mais c'est d'investir dans un camion, même que ce soit une petite camionnette au début, vous allez vous rendre compte dans tous les cas que c'est vraiment primordial. Même une voiture qui est un petit peu grande, etc., ça devient vite ingérable. Enfin, ça va vous soulager la vie tout simplement, enfin même laisser votre matériel quand vous êtes entre le moment de désinstaller. Si c'est une voiture que vous prêtez, vous êtes toujours obligé de décharger. Enfin, des fois je laisse, si j'ai pas de prestation, je laisse les choses dans mon camion pendant 2 semaines. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? C'est mon camion. Qu'est-ce que tu loues? Qu'est-ce que tu achètes? Ça c'est une grande question, je me pose en fait même encore aujourd'hui. En fait il y a différents types de décoratrices. Il y a des personnes qui vont totalement louer leur matériel, qui ne vont avoir aucune base, donc ce qui permet de ne pas avoir forcément de stockage, un camion quand même peut-être parce que du coup il faut quand même aller récupérer le matériel. Je pense que c'est faisable d'avoir ce type de fonctionnement, mais pas dans le sud. Je m'explique, franchement honnêtement dans le sud, moi-même j'ai été amenée à vouloir faire de la location parce que je voulais pas forcément investir dans un article qui allait me servir 2 fois. En même temps, je voulais pas non plus renoncer à un décor
où je pouvais faire tout le reste mais que le client allait me choisir pour tel article, mais honnêtement c'est pas gérable. Moi je suis vraiment dans le centre Var, je dois faire au moins je sais pas une demi-heure aller, une demi-heure retour, et je vous dis c'est vraiment le minimum pour aller chercher une location, la ramener. Franchement juste pour ça en fait c'est très compliqué, et moi je préfère être autonome, d'avoir ma propre base de matériel, quitte à dire non pour certaines prestations parce que j'ai pas forcément le matériel. Il peut m'arriver de faire appel à des prestataires, mais je préfère directement contacter le prestataire et mettre en lien le client et le prestataire plutôt que de moi faire l'intermédiaire. Donc en quelque sorte je joue un peu le rôle d'entremetteuse, d'event planner, quitte même des fois à moi-même conseiller les clients et à leur dire que c'est pas forcément intéressant de faire appel à moi, mais moi je préfère uniquement me concentrer sur la décoration. Et je pense que dire oui à tout c'est pas céder finalement, enfin céder soi-même, parce que finalement parfois on va plus être en perte, on va accepter beaucoup de choses et on ne peut pas tout accepter, parce qu'il faut avoir quand même un minimum sa niche, savoir se poser qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et pour ma part voilà, j'ai fait ce choix de me concentrer uniquement sur la décoration, c'est-à-dire que je ne loue pas de mobilier, de chaises, etc. Je ne loue pas de vaisselle, à part vraiment voilà pour des événements assez petits. C'est pas en fait ce qui m'intéresse, comme je vous disais, c'est pour ça que je fais pas forcément les mariages, parce que j'ai pas tout le mobilier pour, mais c'est un choix. Alors oui certes l'espace de stockage dans le sud est assez compliqué à trouver et assez cher, mais ce serait possible hein, bien sûr si j'augmentais mes prix, si je partais dans une autre optique de type d'événement, mais encore une fois c'est pas ce que je souhaite. Comment tu gères la fatigue physique et mentale, comment tu gères le pro et le perso? Des questions qui me sont un petit peu revenues. En fait si j'ai choisi aujourd'hui à la fois salarié, à la fois auto-entrepreneur, c'est justement pour avoir un mode de vie un petit peu plus simple. Alors c'est vrai que dit comme ça j'alterne entre les deux, je cours un peu parfois partout en forte saison, mais je dois dire que mentalement ça me permet de prendre vraiment de l'écart et de me dire voilà, moi je travaille parce que j'ai un travail un petit peu de bureau, donc ça reste quand même gérable, et de me dire voilà, je rentre de chez moi, j'ai tel horaire. Et j'avoue qu'en fait en étant entrepreneur, on a beau dire tu prends des vacances quand tu veux, etc., mais tu dois sans cesse travailler. Et même en vacances honnêtement je ne décroche jamais du coup de mon activité. Je réponds toujours aux messages, j'ai beau dire je serai absente de telle période à telle période, voilà, j'ai forcément toujours peur que peut-être un contrat me passe sous le nez. Pour moi c'est une manière de gérer le pro et le perso. Alors c'est pas vraiment c'est toujours du pro finalement mon activité salariée. Moi ça me permet de vraiment avoir des horaires pour ce qui est de la vie vraiment perso. Il y a des périodes qui sont quand même un petit peu plus calmes, ce qui me permet de prendre des vacances. Après ça reste aussi une activité que je gère comme je le souhaite finalement. Alors je m'arrange, si j'ai un événement qui est prévu depuis un an, je vais pas forcément poser des vacances pendant, mais voilà, ça me permet aussi quand même de poser des vacances d'un côté et de stopper aussi de l'autre. Donc voilà, après franchement j'avoue que pour l'instant moi j'ai pas forcément une vie très contraignante, j'ai pas d'enfants, je suis jeune et je me dis que c'est maintenant que si je peux me permettre de faire tout ça, c'est aujourd'hui qu'il faut que je le fasse. Donc c'est pour ça que je le fais. Au niveau de la fatigue physique et mentale, bon du coup là j'ai un peu plutôt parlé de la fatigue mentale, mais je trouve qu'on parle vraiment pas de la fatigue physique. Alors en même temps après c'est pas le cœur du métier hein. Bien évidemment nous on est là pour vous en mettre plein les yeux, des paillettes, etc., la déco et tout, mais voilà, je pense qu'on parle quand même pas assez de la charge physique qu'est ce métier. C'est pas comme je vous disais, en fait quand j'arrive sur le lieu de l'événement je me transforme en une autre personne, des muscles m'apparaissent, j'arrive à porter des trucs de fou. Je pense que c'est l'adrénaline, tout ça, et honnêtement après je me retrouve mais des fois pendant des semaines avec le dos cassé, parce qu'en fait c'est énormément de panneaux, de colonnes, de caisses à porter. En fait c'est un métier hyper physique, c'est vraiment pas juste installer des ballons et des allers-retours, même conduire en fait c'est une fatigue mais à laquelle on ne s'attend pas. Comme je vous disais je suis au centre du Var, donc je me déplace à la fois dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes, c'est à des coups de 1 heure aller, 1 heure retour. Je rentre, j'attends que l'événement se passe, j'y retourne 1 heure aller, 1 heure retour, et je pense que vous connaissez, enfin vous savez que la route est quand même fatigante, parce que c'est vraiment un métier pas simple, à la fois mental, parce qu'il y a énormément de créativité, de trucs, comme je vous disais, de répondre aux messages, toute cette partie préparation, du coup il faut être un petit peu bricoleur sur place. Ouh, voilà quoi. Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment un métier multitâche et où il faut être hyper polyvalent. Les décoratrices vous le diront. Ça franchement la charge physique c'est difficilement gérable, mais écoutez, avec le temps on s'habitue. Et qu'est-ce qui me motive après X années? Alors c'est vrai que du coup ça fait à peu près 1h30, peut-être pas pour vous, mais pour moi en tout cas, que je parle quand même vachement peut-être des mauvais côtés. Alors je dénigre absolument pas ce métier qui est magnifique, que d'ailleurs c'est le métier que j'ai choisi finalement, mais je trouve qu'il faut
quand même beaucoup de courage, etc. Et c'est ça que je retransmets peut-être beaucoup depuis tout à l'heure. Mais ce qui me fait surtout tenir bientôt maintenant 3-4 ans, j'ai un peu du mal avec les dates, bah, c'est surtout en fait la passion avant tout, parce que comme je vous disais, si vous êtes là vraiment uniquement que pour l'argent, ça pourra marcher. Et encore, je suis pas certaine parce que c'est, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup d'investissements et donc voilà, faut le vouloir quand même. Mais si vous faites ça que pour l'argent, ça se verra déjà d'une part parce que tous vos décors se ressembleront, ce sera pas personnalisé parce que vous allez pas vouloir réinjecter de l'argent dans votre entreprise. Et je pense que du coup voilà, c'est surtout un métier passion, c'est le fait de pouvoir partager des moments, de voir vos clients heureux, etc. Et moi personnellement, ce qui fait que, alors que je pourrais très bien arrêter vu que j'ai un autre travail à côté, voilà, je suis vraiment pas à plaindre. Ce qui me maintient vraiment à rester là-dedans malgré les charges, malgré parfois les clients qui découragent parce qu'on a forcément toujours des mauvaises expériences, etc. Je pense que c'est vraiment la passion avant tout de l'événementiel. Pas trop parler de pourquoi je me suis lancée, mais je me suis lancée parce que j'aimais ça. Vous l'avez bien vu peut-être dans d'autres vidéos, mais je ramène toujours tout à la déco. Si je pars en vacances, je fais un voyage à Dubaï, mais alors là je m'éloigne. C'est peut-être pas le pays qui en fait rêver beaucoup, mais pour ma part j'ai adoré parce que c'est un pays qui est très futuriste, enfin voilà, c'est pas nouveau. J'ai trouvé énormément d'inspiration et voilà, en fait c'est aussi ce truc là où je pense qu'une personne qui n'est pas passionnée ne va pas retrouver, vous voyez, ces choses là de partout. Je sais pas si c'est intéressant de vous raconter ça, mais en attendant voilà, pour moi c'est vraiment ça qui me fait vibrer. J'ai des décors que j'ai envie de faire pour moi, que du coup j'ai pas d'enfant, donc voilà, créer le baptême ou les 1 an d'un enfant, bah, bien évidemment que ça me fait rêver. Moi je crée des décors pour des enfants, enfin que moi j'aimerais trop avoir pour moi. Je vis un peu ce truc par procuration et je pense que niveau sensation, exprimer sa créativité sans pour autant vous dépenser en soi pour soi-même, parce que du coup vous le payez pas trop, mais vous payez un petit peu parce que vous êtes décoratrice et que vous devez payer le matériel. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Un métier qui reste avant tout très passionnant, pour lequel il faut avoir énormément de passion et de courage et de mental, mais c'est un magnifique métier. Bon je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Franchement je pense que j'ai répondu à peu près tous les domaines de ce métier. Je vous ai fait voir un petit peu toutes les facettes. J'espère que c'était assez complet pour vous. Si jamais il y avait des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les soumettre, me les envoyer, me les poser en commentaire et ce sera avec plaisir que je ferai une deuxième partie. Comme je vous disais, en fait c'est un métier passion. Il n'y a rien de mieux que de retransmettre cette passion aux personnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi proposé des masterclass, des chit-chats. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si jamais vous voulez d'autres vidéos posées comme ça, peut-être sur d'autres thèmes, peut-être avec d'autres personnes. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.